j'annonçais à mon père que je rentrais en travail temporaire, sa première réaction a été de dire « Écoute, se faire de l'argent sur la misère des gens, je trouve ça moche ». Mon invité pour cet échange est Alexandre Pham, fondateur de Mister Timp, une société qui rassemble 600 collaborateurs et qui a pour mission de digitaliser, sans déshumaniser, l'emploi temporaire. Dans cette discussion, nous allons explorer le modèle de la franchise, comment recruter et identifier des futurs gérants, comment les manager et les clés pour disrupter un marché déjà bien compétitif. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors pour commencer cet échange, je te propose de réagir à une citation que j'ai sélectionnée pour toi. Elle est de Léonard de Vinci. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je pense que c'est une citation qui est très juste. Très juste, parce que je pense que personne n'a la science infuse, quelque part. Donc même le plus grand des génies aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, doit s'appuyer, doit s'enrichir en permanence du contact des autres. Alors les autres, c'est quoi? C'est à la fois effectivement les collaborateurs directs avec qui il échange, c'est ce qu'il apprend en lisant un peu ce que d'autres écrivent, et c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que je viens faire ici d'ailleurs aussi, au sein du Spring Campus, puisque je viens m'alimenter du cerveau de tous les autres entrepreneurs qui sont avec moi ici. Et est-ce que dans le cadre de ton entreprise, avec les collaborateurs, les associés, c'est quelque chose que tu essaies de développer justement, cette écoute? J'imagine aussi toi qui fais du recrutement, de sentir c'est quoi les enjeux, les nouveaux besoins. Écoute, alors je fais partie de ces gens qui ont monté leur boîte avec d'autres. D'accord. C'est la deuxième boîte que je monte aujourd'hui. Chaque fois, j'ai souhaité m'associer avec des gens qui avaient des profils différents, effectivement, du mien. Ça m'entourait de collaborateurs aussi qui avaient des compétences qui étaient différentes des miennes. Et en plus de ça aussi, me constitue toujours soit un board, soit un conseil des sages qui était là pour me sortir un petit peu la tête du quotidien et me donner des éclairages un peu complémentaires. D'accord. Et je pense que c'est une... ça a été d'ailleurs pour moi un facteur important dans le développement de l'entreprise. C'est d'essayer sans cesse d'essayer d'avoir un coup d'avance sur le marché. Et j'ai plein d'histoires à te raconter si tu veux là-dessus d'ailleurs, mais c'est vraiment important pour moi, effectivement. D'accord. Et donc justement, tu parles de collaborateurs, d'associés. Si là, je leur demandais de me parler de toi et de te présenter, qu'est-ce qu'ils diraient ? Qu'est-ce qu'il dirait? C'est une bonne question, il faut faire l'exercice. Non, mais il dit que je suis quelqu'un qui suis très accessible. C'est vrai que je tutoie tous les collaborateurs au sein du groupe. Alors ça désarçonne un petit peu effectivement les jeunes qui peuvent arriver. Voilà. J'essaie de voir beaucoup de simplicité effectivement des échanges avec les collaborateurs. Je ne crois pas qu'on crée le respect par la distance. D'accord. Donc ça c'est un élément important pour moi. Je pense que je fédère effectivement les collaborateurs. Enfin, en tout cas je m'efforce de le faire. Et puis j'essaie de porter une vision aussi qui est effectivement d'un emploi qui peut être effectivement flexible, mais tout en étant respectueux des uns des autres. Donc ça c'est un élément qui pour moi est aussi important. Justement, juste avant, je regardais ton site internet et j'ai été très surpris de voir tous les avantages que vous proposez aux personnes qui vous rejoignent. L'avantage de pouvoir avoir la garde d'enfants moins chère, location de voiture. Est-ce que ça, c'est dans cette politique de vraiment faire en sorte que les gens soient bien, une stratégie ou est-ce que c'est juste ça coulait de source ou c'était le marché qui était comme ça? Non, ça a toujours été une volonté de notre part de bien traiter nos collaborateurs, effectivement, et notamment nos candidats. Moi, petite histoire, moi je suis tombé un peu par hasard dans l'intérim. C'est vrai que lorsqu'on parle travail temporaire, en général, les gens trouvent que c'est plutôt une image extrêmement négative. Moi-même d'ailleurs, parce que j'ai annoncé à mon père que je rentrais en travail temporaire, sa première réaction a été de dire écoute, se faire de l'argent sur la misère des gens, je trouve ça moche. Voilà, c'est pour dire que ça partait un peu mal. Et pour autant, je trouve que c'est un métier qui est extrêmement noble, parce qu'on trouve du boulot pour des gens. Et je pense qu'effectivement, il faudrait dépasser un petit peu les clichés qu'on associe parfois à l'emploi court. Si on traite les collaborateurs correctement et qu'ils ont des avantages qui sont effectivement inhérents à leur situation, c'est des choses qui peuvent être extrêmement enrichissantes à tout point de vue. Donc c'est un élément qui est important pour nous. Et je me permets de réagir à ce que ton père t'a dit.
Et toi, ça t'a créé quoi à ce moment-là quand il te dit ça? Est-ce que tu t'es dit, au contraire, je vais te prouver l'inverse? Est-ce que ça t'a fait réfléchir? Non, ça m'a plutôt provoqué, mais effectivement, et c'est vrai que mais ça m'a marqué effectivement, mais c'était effectivement en tout cas une obsession pour moi de dire que de faire les choses correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord considérer les collaborateurs avec beaucoup de respect, effectivement. Il n'y a pas de sous-métier, chaque métier est important. Et ensuite, d'avoir un vrai suivi des collaborateurs, est-ce que ça se passe bien ou ça passe moins bien, de s'efforcer effectivement d'avoir un maximum de suivi des collaborateurs dans la durée. C'est vrai que tu disais là, la beauté de donner de l'emploi. J'avais eu un mentor pendant un temps qui me disait un des plus beaux métiers, c'est d'offrir un emploi, puisqu'on permet à quelqu'un de faire des projets, de sortir de parfois de situations difficiles. Est-ce que pour toi, c'est un peu une quête de vie ou une raison d'être de l'entreprise ou même de toi à titre personnel, ou en fait ça s'est fait un peu par hasard, tu t'es embarqué dedans puis tu as pris goût? C'est vraiment un goal personnel? Non, pour être tout à fait honnête, ça s'est fait beaucoup par hasard. D'accord. Moi, j'ai un parcours assez atypique dans le monde des RH. Moi, je suis ingénieur à la base, donc formation assez classique, d'école d'ingénieur. J'ai commencé ma carrière dans le conseil. Ensuite, j'ai monté une start-up, effectivement, qui était c'était la première bulle Internet, c'était en 99. C'était un site communautaire pour étudiants. D'accord. Alors, si j'étais malhonnête, c'était un peu Facebook avant l'heure. Voilà. Mais j'étais passé par les phases classiques, développement des startups. Et puis ensuite, j'ai repris des études aux États-Unis. Et ensuite, je suis revenu en France et j'ai rejoint le monde de l'industrie. D'accord. Effectivement, donc fabriquer en l'occurrence des bateaux pneumatiques avec la rien production, l'industrie. Rien à voir. Mais ce qui m'avait toujours séduit dans mes expériences, que ce soit dans ma première expérience de start-up, même dans l'industrie, c'était pas tant le produit en tant que tel que le fait de gérer les gens. Donc, moi, ce qui m'a toujours plu, c'était l'humain, c'était créer le projet, c'était fédérer les gens autour de moi, etc. Et effectivement, lorsque j'ai été approché par mes anciens boss, effectivement, qui était à l'époque patron d'un grand groupe d'intérim, et qui m'a dit, écoute, j'ai pensé à toi, parce que je pense que ce métier est fait pour toi. Ma première réaction a été d'abord extrêmement négative, parce que je dis, écoute, franchement, travail temporaire, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-dedans? J'avais une image assez catastrophique du secteur. Et puis, j'ai fait mon petit boulot d'aller rencontrer effectivement des gens qui créent dans le secteur et dire effectivement c'est un métier qui est extrêmement noble. Et j'assume ce mot-là parce qu'on trouve du boulot pour des gens. Un métier dans lequel il y a beaucoup d'humain, beaucoup d'empathie, beaucoup de contact avec les gens et dans lequel il y a plein de choses à faire. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans ce secteur-là. Excellent. Et du coup, quelle serait ta définition de la réussite pour l'entreprise, mais aussi pour toi en tant qu'entrepreneur? La réussite, je pense, c'est d'accomplir un projet. Effectivement. Et je pense d'ailleurs que la réussite, c'est jamais un état figé. Je ne pense pas qu'on se dise, tiens, maintenant j'ai réussi ou maintenant j'ai échoué. Je pense que c'est une quête permanente, effectivement, de progresser, de se développer. Et je pense que c'est la conclusion personnelle, effectivement, de dire qu'on est fier de ce qu'on a réalisé à la fois pour les gens avec qui on collabore et pour soi. Si je comprends bien, ton entreprise, c'est une des franchises d'agences d'intérim. Donc, une partie de ton travail, c'est aussi de recruter des entrepreneurs qui vont gérer ces franchises-là. Et du coup, quels sont tes critères d'analyse face à quelqu'un qui veut se lancer, en te disant, lui, il a le potentiel d'être un bon entrepreneur pour cette agence ou pas? Puisqu'en fin de compte, tu es un recruteur d'entrepreneurs. Tout à fait. Alors, d'abord, tu évoquais au début de l'entretien qu'on est plus fort à plusieurs cerveaux qu'en étant un seul cerveau. Je le mets aussi en pratique pour la sélection des franchisés, puisqu'il y a pas mal d'étapes. Et c'est une partition qu'on joue à plusieurs mains, et qui finit par un comité, d'ailleurs, où on est une dizaine de personnes, où les candidats à la franchise viennent se présenter à ce comité, et c'est ensemble que ce comité valide ou non la candidature de quelqu'un qui souhaite rejoindre notre réseau. Et je vais dire, ce qui est assez étonnant avec le recul, maintenant on a quand même plus de 10 ans de recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. En fait, il n'y a pas de profil type, on va dire, objectif sur les candidats qui nous rejoignent. Il n'y a pas d'âge type. Je crois que le plus jeune avait 20 ans, ce qui nous a rejoint. Le plus âgé avait 58 ans. Voilà, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes, des gens qui sont en couple, des gens qui ne sont pas en couple, assez peu de gens, des gens qui viennent du métier, mais pas tant que ça. Des gens qui viennent de secteurs extrêmement variés. Après, ce qu'ils ont en commun quand même, et on l'a noté, alors d'abord, c'est quand même une vraie énergie. Effectivement, c'est entreprendre, c'est toujours compliqué. Et ça, tu le mesures comment, l'énergie? Détermination. On fait beaucoup d'anti-vente.
Là, on fait beaucoup d'immersion du candidat à la franchise dans nos agences pour voir la réalité du quotidien. Parce que certains peuvent se dire, bon, entreprendre c'est glamour, les ressources humaines c'est sympa, de l'emploi aux gens c'est noble, etc. Le quotidien, c'est dur. Le quotidien, il faut aller chercher des clients, il y a beaucoup de concurrents, donc il faut aller chercher avec les dents. Les candidats, en ce moment en particulier, c'est encore plus dur à aller chercher. Les gens ne sont pas toujours irréprochables en termes de fiabilité, donc il faut s'accrocher à ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment différentes facettes du métier qu'il faut appréhender. Mais il faut être sûr d'avoir des gens qui sont, prêts à entreprendre, 2, qui sont prêts pour ce métier, effectivement, qui est ce recrutement et toutes les facettes que ça comporte, notamment ces dimensions commerciales. Et 3e point qui est au moins aussi important, on veut être sûr que ces gens-là sont prêts à entreprendre en franchise avec nous. Ce qui est une autre dimension aussi, c'est qu'on a nos valeurs, on a qui on est, on veut être sûr que quelque part cette association qui est, on aime bien parfois dire un peu par provocation que c'est presque un mariage, parce qu'effectivement on s'associe ensemble, on signe un contrat qui va durer 7 ans au moins, on veut être sûr qu'on partage les mêmes valeurs, effectivement, et que dans les bons moments comme dans les mauvais moments, on va réussir effectivement à faire en sorte que ce couple tienne le choc et qu'on avance dans la même direction. Donc il y a le processus de recrutement, si je peux dire, il dure combien de temps? En général, ça dure 3 mois à peu près, entre les premiers contacts. Ça peut durer de 3 mois à 9 mois, mais effectivement, il y a 3 mois effectivement, de contact, d'échange. Mais en tout cas, on prend le temps d'être sûr que de part et d'autre, la décision est bien mûrie. D'accord. Et quelle est la différence entre un entrepreneur qui part de zéro, où il peut avoir des associés, mais il dit bon là j'ai une idée, je fonce, et celui qui monte une franchise? Les profils des gens qui nous rejoignent sont des gens qui veulent entreprendre et qui se disent finalement, je n'ai pas forcément de grandes idées effectivement pour aller révolutionner je sais pas moi, le covoiturage ou des choses comme ça, mais qui se disent moi j'ai une expérience, j'ai l'énergie à revendre, pourquoi finalement je ne mettrais pas à profit cette expérience, cette énergie, mais dans un concept qui a déjà été éprouvé et développé par d'autres. Et c'est là que la franchise joue son rôle pour vraiment quelque part, vraiment limiter les risques d'entrepreneurs. Et c'est vrai que, ce qu'on constate depuis maintenant 10 ans, les gens qui nous rejoignent, quand ils mettent de l'énergie et qu'on applique le processus, ça marche toujours. Toujours. Et c'est vrai que c'est aussi un point qui est extrêmement rassurant pour les entrepreneurs qui se lancent, de dire voilà, finalement je rentre dans cet état d'esprit, dans ce concept-là, je l'applique et ça fonctionne. Et les gens peuvent très bien réussir, tant sur le plan personnel que financier ou de l'entreprise. Donc ça va être moins des profils de visionnaires un peu. En gros, j'ai une superbe idée, je me lance. C'est plutôt des gens qui sont, je ne sais pas si c'est le bon terme, carrés, mais fidèles, qui veulent qu'il y ait un cadre et tout donner dedans. Exactement. Parce que souvent, on pense entrepreneur, on pense à Steve Jobs, on pense à des créateurs un peu. Et là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est plutôt un bel espace pour quelqu'un qui aurait l'énergie, les compétences, mais pas forcément la folie créatrice ou l'idée génie. Tout à fait. Moi, je trouve que dans l'imagerie populaire, l'entrepreneur, on imagine la personne qui est autodidacte, qui est partie dans son garage et qui monte, effectivement, on pense à Steve Jobs. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat a des facettes extrêmement différentes. Beaucoup les commerçants sont des entrepreneurs. Pourtant, ce n'est pas forcément des grands créatifs, des artisans. Des gens qui bossent, des artisans sont entrepreneurs. Donc, il y a effectivement des facettes très, très différentes. On peut entreprendre dans tous les secteurs, à tout âge, quelle que soit sa formation. Et ça, je pense que c'est aussi un message important. Tu as été pionnier en fait, dans ce monde de l'intérim avec le digital. Aujourd'hui, c'est quand même un milieu où il y a des mastodons, grosse compétition. Comment on fait pour rester compétitif dans un univers aussi difficile? Alors, des concurrents, il y en a beaucoup, mais c'est bien, ça prouve qu'au moins il y a un marché qui existe, il y a des besoins existants, et quelque part c'est plus facile de faire un trou dans un marché qui est déjà existant que, je pense, de créer un marché totalement nouveau. Ça a été pour moi aussi une des facilités sur lesquelles on a opéré. Après, ce qui fait la différence, une fois qu'on a une certaine masse critique, pour moi c'est avant tout l'agilité. L'agilité et la capacité à bien comprendre un peu mieux que les autres, à la fois les attentes des clients et les attentes des candidats, de façon à pouvoir se différencier sur le marché. C'est vrai que, je prends l'exemple du digital que tu évoquais, c'est qu'on a été parmi les premiers dès 2015 à se dire que il y a tas de choses qu'on fait dans l'intérim qui sont quand même un peu archaïques.
signer des contrats à la main, avoir des petites affichettes sur une vitrine dans une rue passante près d'une gare pour attirer des candidats. Bon, on se dit qu'il y a d'autres moyens d'aller attirer des candidats, d'aller contractualiser avec des personnes via le digital et qui permettraient justement de gagner une efficacité sans pour autant, et c'est un point auquel on est vachement attaché au sein de Mister Temp, c'est vraiment de garder cette dimension humaine. Notre credo, c'est de digitaliser sans déshumaniser. Donc on est en permanence à chercher à trouver le bon équilibre entre qu'est-ce qui est rendu plus efficace par le digital sans pour autant dénaturer ce qui fait le cœur de notre métier, qui est cette relation humaine et de proximité. Excellent. Et j'imagine là, avec la croissance, le nombre de franchises qui se développent, il y a dû avoir des paliers pour toi en tant qu'entrepreneur dans ton quotidien, dans tes responsabilités, dans le type de leadership aussi à avoir. Est-ce que tu pourrais nous partager un ou deux paliers comme ça, où tu as senti, oula, là, c'est plus du tout les mêmes attentes, je dois me réinventer dans mon quotidien? Oui, il y a eu différents paliers. Hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un chemin qui est linéaire. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des choses qu'on teste, qui ne marchent pas. D'ailleurs, ce qui est important, d'ailleurs, c'est de se dire qu'on a une démarche qui était très, très empirique. C'est que c'est bien d'avoir des idées. Maintenant, je trouve que c'est bien aussi de se dire, bon, on réfléchit un petit peu, pas faire n'importe quoi. Après, on teste. On voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. D'accord. Et je pense que notre développement s'est fait beaucoup comme ça par expérimentation, un peu par tâtonnement. On teste un truc, ça ne marche pas, bon, on arrête. Et puis, on évolue un petit peu comme ça. Après, les paliers importants, c'était quoi? Alors d'abord, c'était un palier lorsqu'on a créé une vraie strate de middle management. D'accord. Des directeurs régionaux, pour gérer justement ces agences de proximité en franchise. C'est un vrai palier parce que quelque part, on confiait notre ADN, donc la relation avec nos partenaires, à un salarié du groupe qui n'était pas un des fondateurs. D'ailleurs, on a plusieurs erreurs à ce niveau-là, mais c'est important de prendre quelqu'un qui va pouvoir vraiment porter les valeurs du groupe, l'ADN du groupe, localement. Donc c'était un premier gros palier, effectivement, qu'on a dû réaliser. Et deuxième très gros palier, ça a été vraiment le virage qu'on a fait à partir de 2015 pour devenir une boîte tech. D'accord. En fait, on est passé d'une boîte d'intérim, c'est vrai en franchise, donc un peu innovante à ce niveau-là, pour devenir une vraie boîte tech avec effectivement des équipes techniques, des développeurs informatiques. C'était un virage assez majeur au sein du groupe, qui a nécessité beaucoup d'investissements, beaucoup de changements culturels aussi, effectivement. Mais c'était un vrai virage qu'on a eu la chance de faire assez tôt. Et donc là, ton passé d'ingénieur a dû t'aider, parce que ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Il n'y a rien à voir, effectivement. Oui. Non, je pense que oui, effectivement, le passé d'ingénieur, en tout cas, faisait en sorte que je n'avais pas d'appréhension par rapport, on va dire, à la chose technique. Et si c'était, tu parlais qu'il y a eu des moments, des tests, certaines erreurs, si là, tu pouvais revenir en arrière, dans ce passage-là, d'être une boîte tech, qu'est-ce que tu ferais différemment? En plein de choses. Je pense que d'abord, j'essaierais d'investir beaucoup plus. C'est toujours facile de dire ça avec le recul, hein, c'est qu'au début on teste, on essaye un truc, on investit un petit peu, on recrute une ou deux personnes et puis on voit que ça marche. Puis je pense que je serais allé beaucoup plus vite dans effectivement les recrutements des collaborateurs clés pour mettre un vrai coup d'accélérateur sur cette dimension-là. Mais bon, toujours facile de refaire le film. Oui, c'est ça. Mais je pose la question parce que ça peut toujours être intéressant pour justement une boîte qui, je le vois avec plusieurs des clients ou des amis, où en fait le digital, la tech est en train de prendre vraiment des grosses parts de marché, des concurrents qui se développent, et puis le métier se réinvente. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais que dans les 10 ans, c'est quelque chose comme 40% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître. Donc il y a une réinvention qui est quand même très forte, et c'est pas la même chose. Si j'imagine, je prends ton exemple de gérer des gens sur place, une équipe, et d'un coup de se faire du gros hacking en ligne, choper des profils, faire des tunnels de conversion, je pense. Et je vois la difficulté, c'est pas du tout le même métier en fait. Non, rien à voir. Et c'est vrai que alors la chance que j'ai eue, c'est que j'avais monté une boîte, effectivement, une start-up web en 99. Donc je savais ce que c'était que développer l'équipe technique. Et d'ailleurs, une des choses que j'ai bien fait peut-être au début, c'est que dès le début, je me suis dit, si on veut bien réussir, il faut une équipe différente. Donc on a commencé effectivement ce projet digital en prenant des gens qui ne venaient pas du tout de mon secteur d'activité. D'accord. Parce que je voulais des gens qui regardent notre métier avec un regard neuf. Que moi-même, effectivement, j'étais persuadé d'être forcément pollué dans la perspective.
J'ai pris un directeur marketing qui venait effectivement du monde du digital et du web, un chef de produit pareil, une équipe technique effectivement de dev qui pouvait vraiment se mettre un peu en autonomie et monter ce projet un peu comme vraiment une équipe start-up standalone interne. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que cette équipe-là ensuite a repris la main sur l'ensemble des activités du groupe. Donc, au début, on avait 2 équipes marketing. Au début, une équipe marketing traditionnelle et puis une équipe marketing qui était plus sur ce que tu évoquais, le growth hacking, les méthodes d'acquisition digitale. Et puis, le temps faisant, finalement, cette équipe de growth hacking a fini par infuser sur l'ensemble du réseau. Et pareil pour les outils. On a développé au début une palette d'outils qui étaient très digitaux et qu'on a ensuite déployés dans l'ensemble du réseau par la suite. C'est intéressant ce que tu dis, ce concept de dire on a fait une équipe à part. Parce que souvent, je vois avec différents amis entrepreneurs, puis même pour moi, quand j'ai des intuitions, je me dis tiens, là, il y a un potentiel. J'ai tendance à mettre des équipes déjà en place qui ont déjà d'autres missions, dire bon voilà, là, je sais pas, le lundi, mardi, vous bossez là-dessus. Et je me rends compte que c'est extrêmement compliqué parce que du coup, c'est pas les mêmes cerveaux. Il faut vraiment accepter que la personne, pendant un temps, c'est juste des coûts, ça va rien ramener. Et les quelques fois où on a amené des projets un peu innovants à certains de nos clients, où ils ont eu les moyens de créer une équipe à part, les chances de succès étaient beaucoup plus grands. Qu'est-ce que tu recommanderais justement à un entrepreneur qui sent que là, il y a vraiment un gros passage, qui hésite, il dit bon, est-ce que j'ai les moyens Toi, tu as fait comment? Tu es allé lever des fonds? Tu étais parti sur le budget en place? Enfin, comment ça s'est passé? J'ai fait un peu par étapes. D'abord, j'ai investi. Donc, j'ai commencé à prendre des équipes. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui prenait à ce moment-là. Et là, effectivement, je suis allé chercher des fonds de façon pour se dire, si on veut y aller de façon importante, sans pour autant mettre en risque, je dirais, le reste de l'entreprise, et aussi garder les fondamentaux sains. Moi, je considère que c'est, je suis un peu vieux jeu, mais je trouve ça bien de rester rentable et finalement de réinvestir ce qu'on a gagné. Effectivement, on a fait appel à des fonds extérieurs qui sont rentrés pour effectivement renforcer la structure de financement. Sur le thème du Spring Campus, qui est la société entrepreneuriale, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'était un vrai... pour moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque le fait que l'entrepreneur ne se cantonne plus simplement à un rôle, on va dire, de l'entreprise au sens économique du terme, mais d'être un acteur de la société. Et je pense que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que finalement on voit bien que l'entreprise devient un acteur de la société, devient sensible à des thématiques telles que l'écologie, l'impact sur les collaborateurs, la RSE. Tout ça se diffuse et je pense que de même que l'entrepreneur joue un rôle pour créer des entreprises et faire évoluer, je pense que l'entrepreneur a aussi un rôle sociétal à avoir pour faire évoluer la société dans, entre guillemets, le bon sens, si tant est qu'il y en ait un. Et qu'est-ce que tu penses que la société a besoin pour voir émerger plus d'entrepreneurs? D'abord, je pense qu'il faut décomplexer les gens par rapport à l'entrepreneuriat. Je pense qu'entrepreneuriat, c'est pas que des Steve Jobs, c'est pas que dans la tech. Je pense que c'est effectivement la capacité à monter un projet de façon autonome et puis mener à bout en ayant un maximum de cartes en main. Donc je pense que c'est important de décomplexer les gens, de le faire très tôt. D'accord. Effectivement, il y a quelques associations auxquelles parfois je participe qui essaient de planter des petites graines d'entrepreneuriat auprès de jeunes et en faire finalement une voie, on va dire, pas dire royale, mais effectivement qui est intéressante. Parce que la semaine dernière, j'intervenais auprès d'étudiants en préparation d'école de commerce. D'accord. Et ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est que quand j'ai un petit sondage pour commencer mon intervention dans la salle, il y avait plus de la moitié effectivement des jeunes dans la salle qui souhaitaient devenir entrepreneurs. C'est vrai que c'est vraiment devenu une mode. Donc c'est devenu une mode, ce qui n'était pas le cas. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, on rentrait plutôt dans les grandes industries ou alors dans la finance, qui était un peu le secteur qui était un petit peu à la mode. Rares étaient ceux qui partaient en tant qu'entrepreneurs. Et tu penses que c'est une bonne chose que ce soit devenu une mode comme ça? Il y a beaucoup, sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos. Maintenant, certains patrons sont devenus presque des rockstars, quoi. Il y a vraiment une culture qui se développe autour de ça. Pour toi, c'est une bonne nouvelle? Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça désinhibe effectivement des vocations. Effectivement, les gens, je pense, qui seraient tentés de le faire, vont oser le faire. Et c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, comme tout, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Effectivement. Et il y a aussi des gens qui sont plus heureux, plus épanouis dans des jobs en tant que salariés, où il y a plein de choses aussi très nobles à faire
Je pense qu'il ne faut pas non plus rester, comment dire, faut rester humble quelque part. Hein. L'entrepreneur ne fait pas tout non plus. Et puis il y a des choses qui ne sont pas entrepreneurs et qui sont très bien quand même. C'est pas parce qu'on entreprend qu'on est chouette non plus. C'est ça. Et c'est vrai que ça peut créer ce sentiment de si je ne suis pas entrepreneur, j'ai un peu raté. C'est vrai que j'ai discuté avec pas mal de personnes qui avaient des super postes et on a presque l'impression que c'est devenu une pression, quoi. C'est un Graal à atteindre, de se dire, bon, un jour je serai entrepreneur, alors qu'en réalité, comme tu dis, c'est pas fait pour tout le monde. C'est une réalité qui est parfois souvent compliquée aussi. Non, c'est vrai. C'est parce que moi j'ai étudié à la fois en France et aux États-Unis. C'est que mon seul étude en France, le truc qui était le plus valorisé, c'était devenir PDG d'un grand groupe et gérer beaucoup de personnes. Voilà, c'est un peu le truc, quelque part, c'est un peu ça qui fait triper un peu les gens. Et aux États-Unis, c'était vraiment l'inverse. C'était vraiment. Je me souviens des gens qui rentraient dans les corporateurs, c'était des lifers, quoi. C'était, t'es devenu lifer, donc ouais. Pas mal, dommage. Et ça, le truc qui était cool, effectivement, c'est de créer un truc, de monter une boîte, quelle qu'en soit la taille d'ailleurs. Je pense qu'il y a un vrai respect pour entreprendre, même 2-3 collaborateurs, c'est super, c'est déjà très très bien. Donc effectivement, c'est une bonne chose que ça vienne un petit peu en France. Et c'est vrai que pour réagir à ce que tu disais un peu avant, je crois qu'on a besoin aussi d'avoir plus d'exemples d'entrepreneurs en dehors du monde de la start-up. Parce que ça, c'est quand même une petite bulle, ça fait un peu rêver. Mais en fait, on a besoin de plein d'autres choses, dans l'artisanat, dans plein de métiers. Et donc, en tout cas, pour ma part, j'espère qu'on va avoir des nouveaux modèles aussi d'entrepreneurs qui vont encourager d'autres personnes à entreprendre dans plein de domaines, comme on disait, le domaine social. Il y a plein de problèmes à résoudre. On a besoin de beaucoup de monde pour ça. Et je dirais aussi que c'est vrai qu'on a souvent l'image que l'entrepreneur est quelqu'un qui prend des risques. Pour moi, c'est l'inverse. D'accord. L'entrepreneur est fondamentalement quelqu'un qui cherche à limiter les risques qu'il prend. D'accord. Rares sont les entrepreneurs qui décident de dire voilà, moi je vais hypothéquer ma maison, je vais partir et tout mettre. C'est vraiment des fous furieux, l'entrepreneur. C'est comme des gens qui ont quand même une vision assez claire à la fois des projets, il faut une dose d'optimisme forte, mais on essaie toujours de doser quand même la part de risque qu'on est prêt à accepter ou pas, et on trouve des moyens de limiter les risques sur lesquels on dispose. Et ça, je pense qu'on peut entreprendre sans pour autant prendre des risques démesurés. Et à l'inverse, je pense que des carrières, on va dire, plus traditionnelles dans les grands groupes, autant il y a 40 ans, on pouvait dire je rentre dans un groupe et j'y ferai carrière jusqu'à ma retraite. Je pense que c'est de moins en moins vrai. C'est vrai. Et je pense que, moi j'ai vu des gens très brillants, malheureusement, être sur la mauvaise voie dans un grand groupe et se retrouver effectivement au chômage à l'âge de 45-50 ans. Et je trouve qu'il y a une prise de risque dans les carrières, on va dire, traditionnelles, qui est souvent sous-estimée. C'est vrai que pour aller dans ton sens, j'avais vu je sais plus, c'était une enquête de je sais plus de qui disait que les jeunes générations, le fait d'entreprendre, en fait, ça leur fait pas peur parce que le mythe du salariat sécurité, qui amène vraiment une stabilité, ils avaient beaucoup vu leurs parents se faire virer du jour au lendemain et ils se disent mais en fait un CDI c'est pas forcément la sécurité. Donc du coup ça se lancer à son compte, quitte à se planter, autant prendre les choses en main, quoi. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Enfin, moi, j'ai lancé un boîte aussi parce que je m'étais fait virer de mon groupe finalement. Voilà, une fusion, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Pour moi, ça se passait beaucoup moins bien. Voilà, et puis je me suis dit, tiens, est-ce que je repars des aventures corporate ou est-ce que je monte ma boîte? Et c'est ce que j'ai fini par faire.